Aujourd'hui, nous parlons de catcheurs dont le comportement en dehors de l'écran s'est avéré bien plus sombre que tout ce que l'on peut voir dans une intrigue. Le catch professionnel confond souvent réalité et fiction. Mais ces cas sont tout ce qu'il y a de plus réel. Jimmy Superfly Snuka charged in a decades-old cold case murder of his girlfriend Nancy Argentino. Certaines des personnes que nous idolâtrons à la télévision ont fait des choses dans la vraie vie qui feraient passer même le plus sadique des heels pour un gentil garçon. Aujourd'hui, Chris Benoit, his wife and 7-year-old son were found dead in their Georgia home on Monday. nous passons en revue les coins les plus sombres de l'industrie, où l'impact ne se mesure pas à la réaction de la foule, mais aux rapports de police et aux vies brisées. Nous allons nous pencher sur les crimes et les tragédies qui ont marqué le monde du catch. Commençons par Chris Benoit, dont la descente dans la tragédie jette encore une longue ombre sur le sport. Benoit était connu sous le nom de Rabid Wolverine, un athlète apprécié pour sa maîtrise technique et son intensité implacable. Il avait passé plus de 20 ans à gravir les échelons, de la New Japan à la WWE, en passant par le CW, et avait finalement remporté le titre de champion du monde des poids lourds à WrestleMania 20. En coulisses, cependant, des signes d'inquiétude se font jour. Ses amis ont remarqué des sautes d'humeur et une obsession pour l'haltérophilie à la limite du malsain. En juin 2007, il a manqué un week-end de spectacle organisé par la WWE, un geste impensable pour quelqu'un d'aussi dévoué à son métier. Le 25 juin, la police est entrée dans sa maison de Fayetteville, en Géorgie, et a découvert une scène macabre. Sa femme, Nancy, anciennement connue des fans sous le nom de Woman, et leur fils Daniel, âgé de 7 ans, étaient morts dans des pièces séparées, des bibles placées à côté de leur corps. Les détails sont terrifiants. Les enquêteurs ont déclaré que Benoit avait lié les poignets et les pieds de Nancy et l'avait étranglé avec une corde. Il a ensuite étouffé Daniel en plaçant un genou sur le dos de l'enfant jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Le lendemain, Benoit s'est pendu à l'aide d'un appareil de musculation. Il n'y avait pas de note expliquant son mobile, juste une bible laissée sur le sol. Le procureur Scott Ballard a parlé d'un crime qui a choqué même les enquêteurs chevronnés. La chronologie suggère que les meurtres se sont déroulés sur 3 jours, Benoit envoyant des SMS à ses collègues pour expliquer son absence. Les analyses toxicologiques ont révélé un taux élevé de testostérone, ainsi que la présence d'hydrocodone et de Xanax dans son organisme. Certains ont émis l'hypothèse que l'utilisation à long terme de stéroïdes ou des commotions cérébrales répétées avait provoqué de graves lésions cérébrales. Son père a par la suite autorisé des tests sur le cerveau de Benoit qui ont montré qu'il souffrait de graves lésions cérébrales. D'autres ont évoqué des conflits familiaux avérés. Nancy avait demandé le divorce en 2003 en invoquant un traitement cruel, mais le couple s'est réconcilié. Quelle qu'en soit la cause, les retombées ont été immédiates. La WWE a annulé un spectacle hommage prévu et a supprimé presque toutes les mentions de Benoit dans ses programmes. Les sponsors ont exigé l'assurance que les catcheurs étaient soumis à des tests de dépistage de drogue, ce qui a conduit à une révision de la politique de bien-être de la société. Les fans se sont retrouvés aux prises avec la réalité d'une personne qu'ils encourageaient et qui pouvait assassiner sa famille. Aujourd'hui encore, la WWE prononce rarement son nom. Vient ensuite un crime qui n'a pas été élucidé pendant plus de 30 ans. Jimmy Superfly Snuka a été l'une des premières stars de haut vol aux États-Unis, connu pour s'élancer de la corde supérieure et lancer son Superfly Splash. En mai 1983, Snuka et sa petite amie Nancy Argentino séjournent dans un motel d'Allentown, en Pennsylvanie, après un enregistrement télévisé. Ce soir-là, les secouristes ont trouvé Argentino sans réaction et couverte d'ecchymose. Elle est déclarée morte à l'hôpital. L'autopsie a révélé des blessures correspondant à un passage à tabac et a conclu que la cause du décès était indéterminée. Snuka a déclaré aux policiers et plus tard à Vince McMahon qu'Argentino avait glissé sur la rampe d'une chambre de motel et s'était cogné la tête. Sa famille n'a jamais cru à cette histoire. Quelques mois après sa mort, ils ont intenté un procès pour mort injustifié et ont obtenu un jugement de $500 000 que Snuka n'a jamais payé. L'affaire a été classée, en partie parce que les procureurs de l'époque estimaient qu'il n'y avait pas assez de preuves. En 2013, une enquête menée par un journal local a révélé des incohérences dans les déclarations de M. Snuka et a remis en question les raisons pour lesquelles la police n'a jamais engagé de poursuite. Ce nouvel examen a conduit un grand jury à inculper Snuka de meurtre au 3e degré
et d'homicide involontaire en 2015. À cette époque, il était en mauvaise santé, luttant contre un cancer de l'estomac et montrant des signes de démence. Un juge a estimé qu'il était inapte à subir un procès et a prononcé un non-lieu en janvier 2017. Snuka est décédé 2 semaines plus tard. Pour la famille d'Argentino, le non-lieu n'a pas permis de tourner la page. Pour eux, la célébrité de Snuka et l'influence de la société de catch l'ont protégé de toute responsabilité. Pour les fans, l'affaire rappelle que le charisme sur le ring n'absout pas quelqu'un d'éventuels actes répréhensibles. Même si Snuka n'a jamais été jugé, le simple fait qu'un grand jury ait estimé qu'il y avait suffisamment de preuves pour l'inculper ternit son héritage. Si vous avez regardé le CW dans les années 90, vous saviez que New Jack était le plus sauvage des sauvages. Il faisait partie de l'équipe des gangsters et se targuait de pousser la violence à l'extrême. La ligne de démarcation entre son personnage et sa véritable personnalité était quasi inexistante. L'exemple le plus tristement célèbre s'est produit en 1996 lors d'un house show dans le Massachusetts. Eric Kulas, un jeune homme de 17 ans sans formation, a convaincu Paul Heyman de le faire participer à un match tag en mentant sur son âge et son expérience. Dans les coulisses, Kulas a demandé à New Jack de lui infliger une lame pour qu'il saigne pendant le match. Ce qui s'est passé est bien pire. New Jack a utilisé un couteau chirurgical et a entaillé si profondément le front de Kulas que le sang a giclé partout. Il a nargué la foule en criant qu'il espérait que le gamin se vide de son sang. Le père de Kulas était au bord du ring, appelant à l'aide, et l'adolescent a eu besoin de plus de 50 points de suture. La police a arrêté New Jack et l'a accusé d'agression avec une arme dangereuse. Lors du procès, il a soutenu que Kulas était consentant et le jury l'a acquitté. La plupart des vétérans continuent de blâmer New Jack, faisant remarquer qu'un professionnel qualifié ne couperait jamais quelqu'un aussi profondément. New Jack a admis des années plus tard qu'il était sous l'emprise de la cocaïne et qu'il s'en fichait. Mais le carnage ne s'est pas arrêté là. En 2004, lors d'un match en Floride contre William Hunter Lane, New Jack a sorti une lame de sa poche et a poignardé Lane à plusieurs reprises. Les fans pensaient que cela faisait partie du spectacle jusqu'à ce qu'ils voient la mare de sang au pied de Lane. New Jack s'est ensuite vanté dans un documentaire d'avoir voulu tuer Lane et de ne s'être arrêté que parce que la police était en route. Les autorités ont déclaré que cette agression était l'une des plus violentes qu'elles aient jamais vues. Il a passé 3 semaines en prison avant que Lane ne renonce à poursuivre l'affaire, insistant sur le fait qu'il avait planifié l'événement. Ces incidents ont fait de New Jack une légende pour certains fans hardcore et un non-professionnel négligent pour d'autres. En parlant de légende, le meurtre de Bruiser Brody reste une blessure qui n'a jamais complètement cicatrisé. Bruiser Brody était un géant de la bagarre, aux cheveux sauvages et à la mèche rebelle. Il était une vedette au Japon et à Porto Rico, connu pour prendre le contrôle de son propre booking et refuser de perdre lorsqu'il pensait que cela nuisait à sa valeur. Mais cette même obstination a peut-être contribué à sa mort. Le 16 juillet 1988, avant un match à San Juan, Brody se trouvait dans les vestiaires lorsqu'il a été abordé par José González, une légende locale connue sous le nom d'Invader 1. Des témoins ont entendu des voix s'élever et, quelques secondes plus tard, Brody est sorti en titubant, le ventre serré et saignant abondamment. Les catcheurs se souviennent que Tony Atlas l'a soulevé sur une civière, pendant que d'autres catcheurs appelèrent les secours. Il a fallu plus d'une demi-heure pour qu'une ambulance atteigne le stade et la confusion régnait quant à la manière de se déplacer dans la salle bondée. Les chirurgiens ont retiré environ 40 cm de l'intestin de Brody, mais n'ont pas pu le sauver. González s'est rendu à la police et a invoqué la légitime défense. Il a déclaré que Brody l'avait menacé avec un couteau, une affirmation que personne d'autre n'a corroborée. Lorsque l'affaire a été portée devant les tribunaux, des témoins clés comme Tony Atlas n'ont reçu leur citation à comparaître qu'après la fin du procès, ce qui signifie qu'ils n'ont pas pu témoigner. Sans leur témoignage, le jury a acquitté González. De nombreux catcheurs pensent que le procès a été truqué et ils invoquent l'insularité de la scène de catch de Porto Rico pour se protéger. González a continué à lutter et à faire de la promotion après le procès, bien qu'il ait rarement quitté l'île. La veuve de Brody, Barbara, a déclaré qu'elle s'était sentie trahie par la procédure. Le meurtre n'a pas seulement privé une famille d'un mari et d'un père, mais il a aussi envoyé le message que les catcheurs pouvaient se faire du mal sans conséquence si le promoteur local contrôlait le tribunal. L'héritage de Brody perdure à travers les fans qui scandent son nom et balancent leurs bras, mais sa mort reste l'un des crimes les plus sombres non élucidés du catch. Mais le mal peut aussi se cacher au sein des familles. Buck Rock and Roll Zumhofe a lutté à la WA et dans diverses promotions régionales
national dans les années 80 sous les traits d'un imitateur d'Elvis en patin à roulettes. Derrière ce personnage, il s'agissait d'un abuseur d'enfants en série. En 2013, sa fille adulte a déclaré aux autorités qu'il avait abusé d'elle à partir de l'âge de 15 ans et pendant des années. Elle a estimé que les abus avaient eu lieu environ 1800 fois, entre 1999 et 2001. Les documents judiciaires décrivent Zumhofe utilisant des menaces et des manipulations pour la faire taire. Ce n'était pas son premier démêlé avec la justice. Il avait déjà été condamné pour attentat à la pudeur en 1989 et en 1999. Au cours du procès, la femme a déclaré avoir été violée dans sa propre chambre à coucher et forcée à regarder du porno. Les jurés l'ont reconnu coupable de 2 chefs d'accusation pour conduite sexuelle criminelle au 1er degré et de 2 chefs d'accusation pour conduite au 3e degré. Alors que le juge lisait le verdict, Zumhofe a tenté de s'enfuir du palais de justice, mais il a été plaqué au sol par des adjoints. Il a sangloté pendant qu'on l'emmenait, les mains entravées. Le juge l'a ensuite condamné à plus de 25 ans de prison. Il devra purger au moins 17 ans avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle et restera sous surveillance pendant une dizaine d'années après sa libération. Pour les fans qui se souviennent de son caractère loufoque, la révélation de ses crimes est choquante. Elle montre que l'atmosphère de carnaval du catch peut masquer des comportements horribles. Mais tous les actes malveillants ne se produisent pas dans le contexte du catch. Au début des années 80, avant d'adopter le personnage de Razor Ramon, Scott Hall était un jeune catcheur qui essayait de percer tout en faisant des petits boulots. Un soir d'octobre 1983, alors qu'il travaillait comme videur dans un club de striptease à Orlando, il a eu une altercation avec un certain Rodney Perry Turner. Les rapports varient, mais Scott Hall dit que l'homme a brisé les vitres de sa voiture avec une barre d'acier. Scott Hall a récupéré une arme de poing dans sa voiture et, au cours de la lutte pour l'arme, il a tiré à bout portant sur Turner, le tuant. La police a arrêté Scott Hall et l'a accusé de meurtre au 2e degré, mais elle n'a pas trouvé suffisamment de preuves pour le condamner et les charges ont été abandonnées. Scott Hall a déclaré plus tard à ESPN qu'il avait fait des cauchemars pendant des années et qu'il pensait souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique. Il a ajouté qu'il ne s'était jamais remis de l'incident et qu'il le regrettait profondément. L'affaire fait rarement surface parce qu'il n'a jamais été condamné, mais le fait demeure. Un futur membre du Hall of Fame a tué quelqu'un par balle et n'a jamais été jugé. Quand on parle de mal, ce n'est pas toujours évident. Scott Hall a affirmé qu'il avait agi en état de légitime défense et la loi lui a donné raison. Mais la famille de l'homme qui l'a abattu pourrait être d'un avis différent. Par exemple, l'âge et la maladie compliquent la notion de mal. Verne Gagne était plus qu'un simple catcheur. Il était promoteur et patriarche de l'AWA, un homme qui a formé de futures stars comme Ric Flair et Iron Sheik. Il était connu pour son style discipliné et son attitude paternelle. En 2009, cependant, Gagne était un homme frêle de 82 ans, vivant dans un établissement de soins de mémoire du Minnesota en raison de la maladie d'Alzheimer. Le 26 janvier 2009, il a eu une altercation avec Helmut Gutmann, 87 ans, un autre pensionnaire et survivant de l'Holocauste. Selon des témoins, M. Gagne a soulevé M. Gutmann et l'a jeté par terre, lui brisant la hanche. Gutmann ne s'est jamais remis et est décédé 3 semaines plus tard. Une autopsie a conclu à un homicide et la police a ouvert une enquête. Les experts ont déclaré qu'il était peu probable que Gagne puisse être poursuivi en justice parce que sa démence le rendait incapable de former une intention. Greg, le fils de Gagne, a qualifié l'incident de tragédie pour les 2 familles. Les fans ont du mal à accepter l'idée qu'un champion vénéré ait tué un homme âgé, même par inadvertance. Si certains affirment que c'est la démence et non la malveillance qui est en cause, la douleur de la famille de Gutmann n'en est pas moins grande. Cet incident nous rappelle une dure réalité. Nos héros vieillissent, leur esprit se dégrade et ils blessent parfois les autres sans le vouloir. Est-ce là le mal? Les familles qui en subissent les conséquences pourraient répondre par l'affirmative. Et puis, il y a des catcheurs comme Alberto Del Rio, dont les ennuis judiciaires en 2020 montrent comment des allégations peuvent à elles seules détruire des réputations. Del Rio était un aristocrate mexicain à la télévision et une star légitime de la 2e génération. Il a remporté de nombreux titres mondiaux et représenté le Mexique en MMA. Le 9 mai 2020, la police de San Antonio l'a arrêté après que son ex-petite amie a déclaré qu'il lui avait attaché les mains avec des bandes de boxe, qu'il lui avait mis une chaussette dans la bouche
bouche et qu'il l'avait agressée sexuellement pendant plusieurs heures à son domicile. Elle a déclaré aux autorités qu'il avait menacé d'enlever son fils si elle allait voir la police. Un grand jury l'a inculpé d'un chef d'enlèvement aggravé et de 4 chefs d'agression sexuelle. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 99 ans de prison. Del Rio a payé sa caution et a publiquement nié les accusations. En décembre 2021, l'affaire a été classée sans suite, la femme ne s'étant pas présentée au tribunal. Les médias mexicains ont ensuite rapporté que les procureurs avaient abandonné les poursuites en raison du manque de coopération de la victime présumée. Monsieur Del Rio a affirmé qu'il était la cible d'une extorsion. Quoi qu'il en soit, ces accusations lui ont coûté des réservations et ont encore terni sa réputation après les précédentes allégations de violence domestique impliquant son ancienne fiancée Paige. Son cas montre qu'à l'ère des médias sociaux, être accusé de crimes odieux peut être aussi préjudiciable qu'une condamnation. Les fans se sont demandé s'il fallait croire un homme qu'ils voyaient souvent à la télévision ou une femme dont l'histoire n'a jamais été vérifiée au tribunal. Nick Gage, qui évolue maintenant sur la scène du catch indépendant, incarne le terme ultra-violent. Dans ses matchs, il utilise souvent des tubes lumineux, des vitres et des coupes pizza. Mais à la fin des années 2000, sa vie réelle a basculé. Il souffre de multiples blessures et développe une dépendance aux analgésies. Il a déclaré plus tard qu'il dépensait ses gains en drogue et qu'il vivait dans sa voiture. En manque d'argent, il est entré dans une agence de la PNC Bank à Collingswood, dans le New Jersey, le 22 décembre 2010, vêtu d'une veste à capuche, et a remis une note au caissier pour lui demander de l'argent. Il s'est enfui avec 3090 $. Des photos de surveillance du voleur tatoué ont circulé et les fans l'ont rapidement identifié. Se rendant compte que sa mission était terminée, Gage s'est rendu à la police le soir du Nouvel An. En mars 2011, il a plaidé coupable à un chef d'accusation de vol au second degré dans le cadre d'un accord de plaidoyer et a été condamné à 5 ans de prison d'État. Le juge Samuel Natal lui a ordonné de purger au moins 85% de sa peine et de dédommager la banque et la caissière qui l'a traumatisé. Lors d'entretiens en prison, Gage a déclaré qu'il était sous l'emprise de l'Oxycontin et qu'il se moquait de savoir s'il vivrait ou mourrait. Il a purgé une peine d'environ 4 ans et a été libéré en 2015. Il est retourné au catch et a retrouvé le statut de héros culte, les fans scandant MDK pour son gang Murder, Death, Kill. Gage a parlé ouvertement de ses erreurs et reconnaît que la prison lui a sauvé la vie. Son histoire montre comment la dépendance peut pousser les gens à commettre des actes criminels et comment le style de vie des catcheurs, avec ses blessures et son manque de soutien, peut pousser les athlètes au bord du gouffre. Parlons maintenant de Ion Cuauhtémoc, également connu sous le nom de Johnny K9, qui est peut-être le catcheur le plus criminellement actif de cette liste. Né à Hamilton, en Ontario, il a travaillé comme jobber à la WWE dans les années 80, avant de se réinventer sous le nom de Bruiser Bedlam à la Smoky Mountain Wrestling. Les fans se souviennent de lui pour ses aboiements bruyants et son physique menaçant, mais en dehors du ring, il était lié à des gangs de motards et au crime organisé. En novembre 1998, la célèbre avocate Lynn Gilbank et son mari Fred ont été exécutés dans leur maison près de Hamilton. Les enquêteurs soupçonnaient un coup lié à la famille criminelle Gravel, un groupe impliqué dans l'extorsion et le trafic de drogue. Après une longue enquête qui a coûté des millions, la police a arrêté Johnny K9, Andrew Gravel et un autre homme en 2005 et les a inculpés de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de conspiration. L'affaire s'est appuyée sur des transcriptions en lecture labiale de conversations enregistrées lors d'une opération d'infiltration de la police. Lors d'une audience de libération sous caution, les procureurs ont diffusé des enregistrements de K9 parlant des meurtres. Un lecteur de lèvres a témoigné de ce qui avait été dit. Les avocats de la défense ont fait valoir que les enregistrements n'étaient pas fiables et que le lecteur de lèvres ne pouvait pas déchiffrer le contexte. Après 20 mois d'emprisonnement, la couronne a abandonné les poursuites en 2006, invoquant le manque de preuves solides. K9 a maintenu son innocence et a par la suite intenté un procès pour poursuites abusives. Il n'est pas resté longtemps à l'abri des ennuis. En 2011, lui et 4 membres du gang des Nations Unies ont été accusés du meurtre au premier degré de Jonathan Barber, un installateur de stéréo de Vancouver.
Vancouver, abattu dans sa voiture en 2008. Selon les procureurs, les tireurs ont pris Barber pour un membre du gang rival des frères Bacon. Au cours de la procédure, K9 a plaidé coupable de complicité de meurtre et de complicité de trafic de cocaïne et de marijuana en échange de l'arrêt des poursuites pour meurtre. Il a été condamné à une peine de 13 ans, mais n'a purgé que quelques années avant d'être libéré sur parole. Un rapport de la CBC indique que lui et 4 autres hommes ont admis avoir comploté pour tuer les frères Bacon au plus fort de la guerre des gangs. En 2016, des documents de la Commission des libérations conditionnelles l'ont qualifié de personne à l'aise avec la violence et ont souligné sa longue implication dans le crime organisé. 6 mois après sa libération, K9 est décédé à 53 ans alors qu'il vivait dans une maison de transition. Pour sa famille, il était un mari et un père. Le monde du catch se souvient de lui comme d'un jobber, mais pour les forces de l'ordre, c'était un gangster qui utilisait le catch comme couverture. Notre visite ne serait évidemment pas complète sans le tristement célèbre incident de Devon Nicholson en 2021. Nicholson, qui se fait appeler Hannibal ou Blood Hunter, s'est fait connaître dans le milieu du catch indépendant pour son style hardcore et sa querelle publique avec la WWE après avoir déclaré que la compagnie avait annulé un contrat lorsqu'il avait été testé positif à l'hépatite C. Un tribunal a par la suite établi qu'il avait contracté le virus auprès d'Abdullah the Butcher et il a gagné un procès pour négligence de 2,3 millions de dollars contre la légende du catch hardcore. En décembre 2021, Nicholson a été engagé pour le spectacle Christmas Star Wars de la WCPW au Texas. L'événement était censé être une soirée nostalgie avec des apparitions de Mick Foley et des membres de la famille Von Erich. Après avoir perdu son match, Nicholson a attaqué l'arbitre Lando Del Toro avec ce qui semblait être une pointe métallique. La vidéo montre Nicholson en train d'enfoncer l'objet dans la tête de Del Toro à plusieurs reprises, alors même que Del Toro tentait de s'enfuir en rampant. Del Toro a déclaré plus tard qu'il avait accepté de subir une petite coupure, mais que Nicholson était allé bien au-delà de ce qui était prévu. L'arbitre a perdu 3 litres de sang, a été en état de choc et a dû être opéré d'urgence pour réparer une artère coupée. Il a posté des photos de son cuir chevelu agrafé depuis l'hôpital. Le promoteur Jerry Bostic a immédiatement banni Nicholson et s'est excusé auprès des fans. Nicholson a publié une vidéo dans laquelle il attribue l'incident à une mauvaise communication et insiste sur le fait qu'il pensait que Del Toro vendait l'attaque. Del Toro a nié cela, affirmant qu'il n'avait pas pu arrêter l'agression parce que Nicholson, un homme de 300 livres, avait son genou dans le dos. La police a mené une enquête, mais M. Del Toro a refusé de porter plainte. L'incident a soulevé des questions sur les protocoles de sécurité dans les spectacles indépendants et sur la question de savoir si les promoteurs font suffisamment d'efforts pour contrôler les athlètes. Lorsque l'on franchit la ligne qui sépare la performance de l'agression, les résultats peuvent changer la vie. Avant de conclure, parlons de l'affaire que nous avons brièvement évoquée et qui brouille la frontière entre négligence et malveillance. Le procès pour hépatite C intenté à Abdullah the Butcher. Lawrence Robert Shreve, l'homme à l'origine du gimmick de la fourchette, a passé des décennies à découper ses adversaires avec des lames cachées, laissant sur son propre front une carte de cicatrice. En 2007, il a participé à un match à Cochrane, en Alberta, contre Devon Nicholson. Shreve s'est ouvert et a ouvert Nicholson avec la même lame, et les deux ont saigné abondamment. Nicholson a ensuite été testé positif à l'hépatite C, un virus transmissible par le sang qui peut entraîner une insuffisance hépatique. Il a poursuivi Shreve, alléguant que l'ancien combattant n'avait jamais révélé qu'il était porteur de la maladie et qu'il l'avait sciemment exposé. En 2014, un juge de la Cour supérieure de l'Ontario a statué que M. Shreve avait infecté M. Nicholson et lui a ordonné de verser 2,3 millions de dollars en dommages-intérêts et en frais de justice. Le tribunal a entendu le témoignage d'experts médicaux qui ont déclaré que Nicholson et Shreve avaient la même souche rare du virus et qu'il était hautement improbable que Nicholson l'ait contracté ailleurs. Shreve a affirmé que Nicholson l'avait coupé en premier et qu'il n'avait fait que suivre les instructions, mais le juge ne l'a pas cru. Monsieur Nicholson a déclaré que le verdict lui donnait raison, après avoir été traité de menteur pendant des années. Il a également déclaré qu'il espérait que le verdict mettrait fin à la carrière de Shreve, ce qui a effectivement été le cas. Cette affaire a mis en lumière les risques liés à la pratique du blooding, qui consiste pour les catcheurs à se couper intentionnellement pour produire du sang. Pendant des décennies, cette pratique était courante, mais la sensibilisation du public aux maladies transmissibles par le sang l'a rendue controversée. Nigel McGuinness, un autre catcheur qui a contracté l'hépatite B au début de sa carrière, a depuis
puis interdit la pratique du blading au sein de la Ring of Honor, en raison des risques qu'elle comporte. L'affaire Abdullah n'est pas aussi sensationnelle qu'un meurtre ou un braquage de banque, mais elle montre comment la négligence d'un catcheur peut ruiner la carrière et la santé d'un autre. Dans la salle d'audience, le juge a essentiellement déclaré que l'insouciance de Shreve à l'égard de la sécurité constituait un acte dommageable, ce que le jugement d'$1 million souligne. Avons-nous oublié d'autres catcheurs maléfiques dans la vraie vie? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.